Bonjour à tous les orateurs, ça me fait toujours autant plaisir de dire ça. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de Parole de Président. Alors pour les nouveaux qui ne connaissent pas le concept, celui-ci est simple, je vais un petit peu partout en France rencontrer des présidents d'associations d'éloquence afin de vous transmettre en une poignée de minutes des conseils qu'ils ont mis des années à apprendre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le beau, le grand, le célèbre Ruben Jean à Évry pour nous présenter son association Évry Insolente. Et je tiens tout d'abord à m'excuser car la caméra a eu des petits problèmes de cadrage et il se trouve qu'entre le début et la fin, il y a eu un petit changement. Rien de grave, dans tous les cas, le contenu lui reste exceptionnel. C'est parti pour Évry. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Évry et on va interviewer Ruben. Donc je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Ruben Jean, je suis le président de l'association Évry Insolente. Je suis étudiant en troisième année de droit et voilà tout. Qu'est-ce que tu as fait dans l'éloquence? On va tout de suite attaquer le sujet. Alors dans l'éloquence, j'ai présidé l'association Évry Insolente durant 1 an et 3 mois. On a réussi à assister jusqu'en quart de finale du championnat de France de débat et d'éloquence. À titre personnel, moi j'ai réussi à accéder à la finale du concours national d'éloquence l'ISIAS que j'ai remporté et voilà tout. C'est énorme, hein, l'ISIAS, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a combien de participants à peu près au premier tour? Parce qu'au début, en fait, c'est dans toutes les universités, où il y a un l'ISIAS par université, et ensuite c'est au national, c'est ça? C'est ça. Donc il y a à peu près 40 étudiants, donc 40 lauréats dans chaque université de France, qui s'affrontent pendant à peu près 2 mois, 3 mois. D'accord. Et on fera une vidéo là-dessus, justement. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette expérience rapidement? Alors présider une association, c'est quelque chose de merveilleux et à la fois de complètement enivrant, parce que on abandonne une partie de soi-même quand on décide de faire de l'éloquence et notamment de présider une association. C'est un temps énorme, mais on y retrouve du plaisir. Jean Cocteau disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et je pense qu'il faut trouver ce juste milieu entre les études et l'amour du verbe. Est-ce que c'est aussi évident que ça, trouver un juste milieu? Parce que j'ai interviewé beaucoup de présidents et c'est vrai que c'est souvent compliqué. Ouais, je vais dire la vérité puisque je peux pas te mentir, je peux pas leur mentir, c'est trop dur. Non, en fait, on finit par se laisser, voilà, comme j'ai dit, enivrer par le verbe. Et quand il y a quelque chose qui nous exalte au plus profond de nous-mêmes, on préfère s'y abandonner totalement. Et au niveau des cours, ça s'est ressenti. Je ne vais pas évoquer mes soucis scolaires, mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose de très enrichissant et j'invite tout le monde à rejoindre l'éloquence et à vraiment s'y adonner. Ok. Et au-delà du fait qu'effectivement, parfois, quand on a une passion, ça peut prendre le pas sur nos études. La vraie question, c'est est-ce que ça valait le coup et pourquoi? Ok. Je vais être honnête avec toi et avec eux. Ça valait le coup parce que on retire énormément de choses. C'est une expérience, c'est du temps qu'on engage, qu'on donne, mais c'est aussi quelque chose qu'on en retire. On apprend énormément à former des gens, à former des personnes qui sont timides au début et qui, à force d'efforts, arrivent à prendre la parole et à mieux s'exprimer. On apprend de ses propres formations, de ses propres conseils, du regard des gens, du regard des personnes que nous sommes en train de former. Enrichissant du coup, parce que les personnes que l'on forme nous renvoient ce que nous leur avons transmis, et donc nécessairement, on arrive à en tirer quelque chose. Au niveau de l'expérience, on apprend à aussi se dépasser, aller plus loin, à voir de meilleures choses, de voir de nouveaux horizons. On rencontre aussi des nouvelles personnes qui s'engagent aussi dans l'éloquence, des présidents d'autres associations, je citerai ici Sciences Po, Tours, la Tribune de Montesquieu, Assas et tant d'autres. On arrive à nouer un lien merveilleux et c'est ça qui est, à mon sens, vraiment enrichissant et j'en tire que des bonnes choses. C'est vrai que ça apporte énormément. Il n'y a pas que ce point de vue finalement de débat et de partager l'éloquence aux yeux du monde. Il y a aussi
au sein de l'association. C'est ça qui joue énormément, on partage, c'est une expérience partagée. Exactement. La question justement, par rapport à cette expérience partagée, que je pose du coup à tout le monde, c'est de pouvoir nous raconter une expérience que tu as vécue et qui t'a particulièrement marqué. Qu'est-ce que ce serait? Alors, je dirais, il y en a tellement. Difficile, ouais. Ouais, c'est difficile, il y en a beaucoup. Une histoire. Une petite histoire. Raconte-nous une histoire qui t'a marqué, que tu as vécu, qui t'a marqué. Ok. Je dirais le premier tour du national. Ok, c'est-à-dire ça. Premier tour du national. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour gagner le LISAS national, j'ai dû faire quelque chose. J'ai eu un ami au téléphone et il m'a dit ok, si tu veux gagner le LISAS national, tu vas devoir lâcher tes notes, lâcher toutes tes feuilles. Parce que j'ai un de mes amis qui participe aussi à l'ISAS, qui l'a gagné et qui va sûrement t'affronter, qui a lâché ses notes. Donc tu vas devoir plaider sans notes, tu vas devoir tout lâcher. Et je pense que ça, c'est l'expérience qui m'aura le plus marqué, la chose qui m'aura le plus marqué, parce que le fait de l'avoir écouté, bah, ça m'a permis de le remporter. Et en y allant, j'étais totalement déboussolé quand on a prononcé mon prénom pour que je me lève et pour que je prenne la parole. Bah, sans notes, sans rien, sans aucune accroche, sans aucune attache, bah, je devais prendre la parole ici en ces lieux pendant 10 minutes. Et en vérité, ce que j'ai su en tirer, c'est que la première barrière qui se place devant nous, c'est celle qui est mentale. Et lorsque ces 10 minutes se sont passées, je me suis rendu compte que tout le monde pouvait le faire. Tout le monde pouvait lâcher ses notes. Et je pense que c'est l'expérience qui m'aura le plus marqué parce que j'ai décidé de le faire sur une rumeur en quelque sorte et de l'avoir fait, ça m'a forcé à le faire à chaque tour et progresser en ce sens. C'est génial. Je dis souvent c'est génial, je suis désolé. On va se reprocher. On l'a dit avec Maxime Marco, effectivement lâcher ses notes c'est hyper important, surtout si on veut progresser. À la rigueur au début, ça peut être une béquille, tu sais qu'on n'est vraiment pas à l'aise, on commence. Mais rapidement, si on veut performer et être le meilleur, il faut lâcher ses notes. Sinon, on ne vit pas. Et en fait, le problème avec ces notes, c'est que ce n'est plus une communication bilatérale, c'est unilatérale. Finalement, je vous donne l'information, mais je ne retiens rien de vous. Exactement. Alors qu'avec le regard, on peut communiquer. Parce que certaines personnes disent qu'il y a deux écoles dans l'art oratoire, l'école des sans notes et l'école des notes. Mais moi, je pense que non. En fait, il y a juste une école, c'est l'école des sans notes, et les autres qui, au fur et à mesure, s'y attachent. Mais parce que, comme tu l'as dit, et je vais ressouligner ce point, les notes, en fait, c'est une prison. Le fait de les avoir sous nous, ça nous force à les regarder, ça nous force à nous y rattacher. Et il n'y a pas ce petit lien. Si l'auditoire est une personne que nous devons fixer de manière continue, alors il faut nécessairement le faire sans notes. Parce que regarder ces notes coupe le discours. Bon, on prend ici parce qu'on a eu un petit problème, on a été coupé. On a un problème avec la caméra, à chaque fois ça coupe au bout de 10 minutes. Bref, Ruben, on passait à l'autre question. Là, on parlait de l'importance de lâcher ses notes. Oui, d'accord. Il faut vraiment lâcher ses notes dès que possible, sinon après on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas avec le regard des autres, c'est ce que tu as dit. Ça. Et tu nous parlais aussi beaucoup d'Evry. Moi, ce que j'aimerais savoir, et ce que les gens aimeraient savoir aussi particulièrement, ce sont les valeurs que tu as inculquées en tant que président à Evry. Qu'est-ce qui pour toi était important? D'accord. Donc, je pense qu'il n'y en avait pas énormément de valeurs principales, donc je dirais simplement les trois qui me semblent étaient vraiment présentes durant la durée de mon mandat. La première valeur, c'était le respect. Il fallait être toujours respectueux avec ses adversaires parce que nous sommes tous des étudiants et nous sommes tous là pour l'amour du verbe. Les guerres, les égos, il faut les mettre de côté quelques instants et pouvoir se réunir autour de cet amour du verbe. À mon sens, le respect était vraiment très important. La ténacité aussi. La ténacité, pourquoi? Parce que on affronte des épreuves, des moments difficiles, tant au niveau scolaire qu'au niveau temporaire. Il faut pouvoir se dépasser, aller toujours plus loin. Et pour ce faire, il faut rester tenace.
Donc la ténacité, pour moi, était vraiment une valeur très importante qu'il fallait avoir toujours sous le coude. Et la dernière, et ça va paraître un peu banal, mais je dirais l'insolence. L'insolence, pourquoi? L'insolence parce que, tout d'abord, Ivry Insolente porte le nom de l'insolence, mais aussi parce que c'est cette volonté, cette logique un peu guerrière, un peu bestiale, de toujours vouloir aller plus loin, en étant dans le verbe assez acerbe, assez âpre, mais tout en étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, respectueux. Et à mon sens, l'insolence, ce n'était pas de la prétention, ce n'était pas une volonté d'être péteux ou autre, c'était plus cette logique d'aller toujours plus loin. Et l'insolence se retranscrivait par la parole, mais aussi par le comportement. Je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est intéressant, surtout que tu dis que c'est banal. Moi, au contraire, je trouve ça pas du tout banal, tu vois, l'insolence dans le milieu de l'éloquence, mais c'est parce qu'on a tous les deux des visions différentes, dans le président différent. C'est ça qui est intéressant aussi dans la fédération, c'est qu'il y a plein de différents assos, et c'est pour ça qu'il y a ce concept, parole de président, on pourrait toutes les voir. Il y a justement une anecdote particulière que j'aimerais quand même raconter. Au début de l'année, quand on s'est réunis avec la fédération, tous les présidents se sont présentés, et tu as fait une présentation qui a changé de tous les autres. Est-ce que tu te rappelles? Ce que tu as fait? Ouais. Je venais d'arriver, j'étais un petit peu en retard, donc j'ouvre la porte et la présidente Céline directement me pose une question. Puisque tu es là, est-ce que tu pourrais présenter l'association? Donc je venais d'arriver, un peu essoufflé, un peu fatigué, pris au dépourvu. Je me suis levé et j'ai dit, nous, notre seul objectif cette année, c'est de gagner. On n'est pas là pour parler ni autre, nous voulons juste gagner. C'est notre seul objectif. Simple. Tu t'es rassis. Voilà, c'était le seul truc. C'était pas prétentieux, c'était pas de la prétention, c'était vraiment un moyen de dire notre objectif. C'est vrai que sur le coup, c'était vraiment étonnant. Je me suis demandé qui c'est ces personnes-là. Et heureusement, il fallait aller jusqu'au bout parce qu'il faut respecter un peu cet engagement. Tu vois, une fois que tu t'es dit que tu vas aller jusqu'à la fin du championnat, et je trouve que vous l'avez bien fait. C'est gentil. À mon sens, c'est un peu comme au poker, cette logique. C'est une mise avant l'heure, mais une mise qui nous force à aller plus loin, qui nous force à nous dépasser. Lorsqu'on met tout notre butin sur la table, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Donc tu conseillerais à des joueurs de poker de tout mettre sur la table pour être les meilleurs? Lorsque c'est nécessaire, toujours. C'est très bien. Autre question, personnelle cette fois-ci. Ruben, tu es venu avec un super costume. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le costume? Alors, je sais qu'on a tendance à dire que l'habit ne fait pas le moine. Je serai plus nuancé à ce propos, à ce sens. Parce que lorsque nous nous adressons à un auditoire, il y a quelque chose de particulier. L'auditoire ne nous connaît pas généralement. Et il va se rattacher aux seuls éléments que nous lui donnons. Donc l'apparence, ce qu'il voit de nous, notre manière de nous exprimer. Et la première chose qu'il voit, c'est notre apparat. C'est la manière dont nous sommes vêtus. Et à mon sens, la première impression est la dernière qu'on laisse. Donc faire une bonne première impression, c'est venir déjà habillé de manière correcte, sans être trop formel. Mais il y a quelque chose, une sorte de fermeté qu'on s'impose par le style. Et à mon sens, s'habiller de la sorte, c'est aussi montrer notre visée, notre trajectoire. Je te rejoins aussi sur la première impression qui peut être très importante. Et effectivement, tu as une certaine crédibilité en fait, qui ressort de toi quand tu as un costume, finalement. Exactement. Question, on arrive sur la fin, déjà, presque. Déjà, ça passe trop vite avec toi. Ouais, ça passe trop vite, mais avec toi aussi, Ruben. La question que je pose toujours, c'est que si tu pouvais, là, parler au Ruben qui, l'année prochaine, va commencer l'éloquence et qui n'est pas vraiment à l'aise encore, qui ne sait pas comment faire pour progresser, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, mon conseil serait très simple. C'est, Ruben, toi qui m'écoutes, toi, jeune petite pousse, enivre-toi de littérature. Lis à en mourir. Lis jusqu'à en avoir marre, jusqu'à en vomir, mais lis. Parce que c'est le bagage qui te servira pour faire les plus beaux discours de ta vie. J'avais demandé à Jean-Yves Le Borgne, un avocat merveilleux, à la fin du procès de Rousseau, quelques conseils. Je lui avais demandé comment vous faites pour lâcher vos notes, comment vous faites pour être si
éloquent. Mais il m'avait dit de manière assez simple, il faut lire beaucoup. Parce que lire permettra de se lâcher de ses notes et d'avoir un langage fluide et assez magique, qui sortira naturellement. Donc il faut lire. Alors je dirais à ce jeune Ruben, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, lis. Lis en mourir. Voilà, à mon sens, ce serait le seul conseil que j'aurais à lui donner. Et aussi, tu peux le faire. N'écoute pas ce qu'on dit, ce qu'on pourrait dire de toi. N'aie pas peur du regard des autres parce qu'en vérité, ils ne sont pas là pour te juger. Fais-le. Livre-toi et si tu es authentique, alors ça marchera. C'est beau. Merci. C'est intéressant la lecture, effectivement ça donne de la matière, puisqu'ensuite quand on veut construire un discours, particulièrement, effectivement parfois on va avoir des lacunes, si jamais on n'a pas assez lu, si jamais on n'a pas assez de matière et on ne sait pas comment tourner des phrases particulièrement, voire des citations. Et quand on parle de tourner des phrases, des citations, et que tu me parles de grands avocats, moi j'aimerais que tu me dises une chose, Ruben. Si tu pouvais être un grand orateur, là, si tu n'avais pas le choix, tu te fais transformer en un grand orateur, qui est décédé ou non, qui choisirais-tu d'incarner? Sûrement Cicéron. Cicéron. Et je pense que ça peut encore une fois paraître banal, mais Cicéron est merveilleux. Il faut lire ces lignes pour le comprendre. J'ai lu pas mal de ses ouvrages et il y a quelque chose, une vérité sous sa plume qui est transcendante, qui 2000 ans plus tard nous redit et nous remontre le chemin du verbe, de l'éloquence. C'est pas quelque chose qui apparaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là depuis toujours et il suffit juste de s'en saisir pour pouvoir le prodiguer. Cicéron, c'était un orateur merveilleux, un avocat, et je pense que je me prédestine à cette fonction peut-être pour lui ressembler, je ne sais pas, je n'aurais pas cette arrogance, mais Cicéron était un personnage assez particulier qui a vécu dans des périodes assez tumultueuses, mais qui a toujours gardé cet amour du verbe, qui a su conseiller Brutus en son temps sur l'amour du verbe. Pourquoi je voudrais être Cicéron? Parce que c'était un homme politique merveilleux, parce que c'était un homme qui adorait le verbe. Et à mon sens, c'est quelque chose qui devrait tous nous habiter, quelque chose qui m'habite, quelque chose qui t'habite. Et voilà pourquoi Cicéron, me semble-t-il, serait le meilleur choix. Oui, et dans ce thème avec Cicéron, il y a aussi, c'est vrai, moi, Aristote, qui m'a beaucoup touché. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est un peu la même logique, hein. C'est dans la même perspective du bon mot, de la rhétorique. D'ailleurs, c'est l'ouvrage d'Aristote qui nous explique justement de quelle manière agencer son propos pour convaincre. C'est vrai, effectivement, avec la péroraison, par ailleurs. La fameuse péroraison. Donc lisez Cicéron et Aristote. Ruben, un dernier mot pour finir cette interview. Alors tout d'abord, j'aimerais te remercier. Je te remercie pour ce format, pour cet amour du verbe que tu essayes de prodiguer par tes vidéos, par tout ce que tu fais. Franchement, je t'en remercie. Merci de m'avoir invité. J'aimerais aussi remercier Céline Mazeri, la présidente de la Fédération française de débat et d'éloquence, sans qui rien n'aurait été possible, pour Rêverie Insolente. Elle nous a permis de nous exprimer et de donner de la force aux mots, aux verbes, encore une fois, je me répète. Et enfin, un grand merci à la Conférence nationale Lysias, à Lysias Évry, pour avoir permis de faire vivre encore le verbe par les concours d'éloquence, par l'opposition naturelle des idées. Merci encore à toi, Alexandre, pour tout et je t'en prie. J'espère qu'on se reverra. C'est évident. Moi aussi, je te remercie pour tout ce que tu fais dans l'éloquence. C'est vrai que effectivement, je vais peut-être lancer une chaîne YouTube, mais c'est grâce à des personnes comme toi que l'éloquence vit, qu'il y a vraiment de l'engouement, et c'est formidable ce que tu as fait avec ton asso. Et enfin, j'aimerais remercier aussi vous, les personnes qui regardent ça, et j'espère que ça va vous aider, et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus de Ruben Jean. Gardez à l'esprit, lisez beaucoup. On se revoit pour un autre Parole de Président. À la prochaine. Au revoir. Si vous avez aimé Ruben et ses conseils et que vous souhaitez devenir aussi éloquent que lui, alors dès à présent vous pouvez vous abonner à la chaîne juste à droite ou regarder, si vous avez le temps, une petite vidéo qui se trouve juste en dessous. À la prochaine les orateurs.